Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des métiers cachés du cinéma où je reçois Alice Cambournac qui est créatrice de costumes. Bonjour Alice et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut, enchantée. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser ton métier ? Je m'appelle Alice Cambournac, donc effectivement je crée les costumes sur les films, donc ça, si on doit le dire rapidement, c'est tout ce que vous voyez à l'image que porte un comédien et souvent aussi la figuration à l'arrière, sont décidés un peu artistiquement en amont. Donc ça va aller ça va être à la fois parfois de la location de costumes, parfois du shopping, enfin souvent du shopping. Il y a plein de manières de trouver les vêtements, mais en tout cas tout est un peu pensé artistiquement, avec des couleurs, sur les différents jours de continuité dans l'histoire, si ça se passe sur plusieurs jours, un jour, etc. Et en accord avec le metteur en scène et la lumière. Ok, très bien. Pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales nécessaires pour ton métier ? Alors, dans mon cas, je trouve, c'est d'avoir une connaissance historique du vêtement, de l'histoire du vêtement, de l'histoire du costume, qui rejoint, c'est presque de la socio, quoi, qui rejoint la grande histoire, si tu veux, avec l'évolution des coutumes, de la manière dont les gens vivaient. C'est un peu de l'histoire sociale à travers le vêtement. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Je pense que c'est la connaissance historique, elle est hyper importante. La connaissance des formes, la connaissance des... Tu vois, savoir si tu dois faire une frise vulgaire, savoir dater les choses, si tu veux. Tu vois, c'est quand même des grands mouvements, c'est assez cyclique, la mode. Alors on dit la mode, ça devrait être les modes, ou l'histoire de l'habillement. C'est hyper cyclique, même aujourd'hui. Tu peux l'appliquer aujourd'hui sur le vêtement contemporain. On est encore dans un nouveau cycle là. Enfin, tout est... Quand tu as cette connaissance de l'histoire sur toute la globalité de plusieurs siècles, ça te permet d'avoir un recul, une analyse sociologique sur l'époque que tu vas traiter dans le film. Parce qu'aujourd'hui, c'est une époque. Quand tu fais un film contemporain, c'est une époque. Un film qui se passe, je sais pas où, au fin fond de la Creuse, dans un milieu très populaire, en plein hiver, a priori, c'est pas des gens qui vont s'habiller au bon marché. J'exagère, bien sûr que si, il y en a. Mais il va falloir étudier socialement, se poser toutes ces questions. Comment ces gens la vivent, où est-ce qu'ils vont faire leurs courses, à quoi ça ressemble leur chambre, c'est quoi être ado à cette époque, aujourd'hui, dans la Creuse, comment t'évolues, tu vois. C'est toutes ces questions-là pour imaginer un personnage. Parce que ça, je l'ai souvent dit, c'est en mode, tu mets en scène un vêtement, le costume, tu mets en scène un personnage. Donc le plus important, c'est cette personne que tu vas créer qui n'est pas réelle, mais qui doit avoir l'air vraie. Et pareil, on ne fait pas du documentaire. Donc il ne faut pas que ce soit réaliste à 100%, parce qu'il y a des choses dans la vie qui sont moches. Tu vois, où tu n'as pas envie de voir des crocs en plastique violettes. Enfin, je dis pas qu'il y a plein de gens qui adorent les crocs en plastique violette. Je n'ai absolument rien contre ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas forcément envie de voir ça à l'image pendant 1h30. Donc comment tu racontes la même chose, mais avec des trucs tu vois, qui vont raconter socialement, ou en tout cas la même chose que ça, mais qui ne soit pas, qui soit l'image un peu jolie à filmer. Donc tout ça, c'est le boulot. Voilà. Donc je pense que c'est très important d'avoir cette connaissance de l'histoire du vêtement, qui se rapproche un peu de la socio. Et je dirais que la deuxième chose, c'est d'avoir un œil. C'est vraiment de l'observation. Moi, je sais que j'observe les gens dans le métro, je scanne tout le temps, même sans m'en rendre compte, en permanence. J'ai comme une banque de données, j'observe les gens, la manière dont ils bougent, j'observe les corps, j'observe la manière dont on rend un vêtement sur un corps. C'est génial dans le métro, faites cet exercice. Tu t'assois le matin, ou dans le métro, dans le train, dans le tram, n'importe où, dans les transports en commun, tu regardes les gens, leur attitude, entre ceux qui sont tout voûtés, qui passent leurs trucs sur leur téléphone, avec des grosses cernes, regarde leur manière de s'habiller, la manière dont ils se tiennent, ce que ça raconte d'eux, et honnêtement, je dis pas que c'est juste, mais je pense qu'à 50-60% près, tu peux raconter une part de leur histoire. Tu peux les situer, en tout cas. Et donc l'observation, pour moi, c'est un truc, je pense, extrêmement important, parce que ça permet de développer l'intuition. Et il faut pas oublier qu'on fait des personnages qui bougent. Donc c'est pareil, un corps, c'est en 3D. C'est pas un dessin, c'est pas une photo, c'est pas un photoshoot. Nous, au costume, on a un paramètre qui est énorme. Il y a le scénario, il y a la vision du metteur en scène, auquel on contribue, mais tu as aussi le comédien qu'on te donne. C'est-à-dire le corps sur lequel le costume va être mis.
Et suivant ce corps-là, suivant ce que la personne dégage, et il y a son corps physique, enfin vraiment la beauté, enfin je veux dire la beauté dans le sens le paramètre physique, mais il y a aussi l'énergie que dégage la personne. Pour arriver à construire le personnage, il va falloir que tu fasses avec ça. Parfois, on te donne il y a des gens qui sont choisis en casting qui sont pas du tout le personnage, enfin, qui dégagent pas du tout. Une nana, j'ai eu ça un jour, une dame qui était très très chic et qui devait jouer quelqu'un de très populaire. Bah, pour que ça marche, il faut aller très très bas dans le vêtement. Et encore, le vêtement, ça suffisait pas. Il faut faire les cheveux aussi, il faut les trouver. C'est là où c'est un département costume, maquillage, coiffure aussi qui doit travailler ensemble. Parce que en général, les castings sont bien faits. Hein. Les comédiens sont choisis. Ils ont quelque chose quand même du personnage. En général, quand même la plupart du temps. Sinon, ce serait absolument très trop compliqué. Mais parfois, c'est des vrais challenges. Et donc ça, il faut avoir l'œil aussi. L'œil des proportions. L'œil des proportions, l'œil du corps, de comment tu peux transformer avec le vêtement un corps pour l'amener à raconter ce qu'on veut raconter. Voilà. Et après, évidemment, la troisième chose qui n'est pas indispensable, mais qui est pas indispensable parce qu'il y a d'autres corps de métier qui s'en occupent, mais qui est quand même très importante, c'est surtout quand on fait des films d'époque, mais pas que, c'est avoir une notion technique du vêtement quand même. Avoir une notion technique en termes de... Je ne vais pas forcément être couturière, hein, parce que c'est pareil, c'est des apprentissages. Moi, je n'ai pas fait d'école de couture, mais c'est quand même avoir une notion de la construction du vêtement, de comment se construit, comment est construit une veste, comment est construit un manteau, d'avoir une géométrie, une histoire géométrique un peu du vêtement. C'est connaître les matières, quoi, hein, avoir vraiment une connaissance un peu technique. Ok, mais une connaissance qui reste assez macro quand même. Oui, mais par exemple, après, mais je pense que c'est vrai dans tous les métiers, mais particulièrement au cinéma, parce que tu travailles beaucoup sur des périodes très courtes, et tu as très peu de temps pour finalement te familiariser sur un environnement précis. Parfois, tu as des sujets que tu connais rien. Il y a 5 ans, j'avais fait un film sur la boxe anglaise. Je connais rien, boxe anglaise. Donc, tu as 1 mois et demi, 2 mois pour découvrir un univers, machin, l'adapter, le truc. Donc, c'est un apprentissage très intense sur très peu de temps pour te plonger dans l'univers dans lequel est le film. Que ce soit une époque, que ce soit un milieu social, que ce soit un truc particulier comme un film sur la boxe. Donc, voilà. Et le gros avantage de ces métiers-là, c'est quand même que tu apprends tout le temps. Chaque film est différent, parce que chaque sujet est différent. Donc tu es tout le temps amené à apprendre des choses. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas et qu'on apprend à faire à mesure, mais comme tout le monde, comme dans tous les métiers. Mais ce qui est d'autant plus vrai que le costume, c'est que, et je pense que ça l'est aussi avec la déco, dès qu'il y a des matières, c'est qu'il y a un truc qui s'apprend avec l'expérience, qui est le rendu à la caméra. Tu seras surpris si tu vois certains films d'époque, par exemple, où à l'image, waouh, tu vois les costumes en vrai. Il y a des trucs, tu as l'impression que c'est de la satinette. Enfin, je déconne, mais tu as l'impression que ça fait un peu de cheap à l'œil nu, alors qu'à l'image, c'est dingue. Parce que ça, c'est l'apprentissage des textures et de savoir aussi quelle texture, quel tissu, quelle matière va prendre la lumière, va se densifier devant la caméra, ou au contraire est très très beau à l'œil nu et magnifique, un satin de soie sublime, et qui a l'air d'être un truc dégueu, tout brillant à l'image et qui ne marchera pas. Et ça c'est une vraie connaissance, tu peux l'apprendre à l'école. Connaître les tissus et le travail des tissus, c'est très important. Après, devant la caméra, c'est un truc qui aussi s'apprend avec l'expérience, avec l'œil. Parfois, tu fais des erreurs et parfois, tu as des surprises incroyables. Et souvent, il y a des tests caméra, d'ailleurs, qui servent à ça. Oui, parce que du coup, ça peut être un peu décevant d'avoir, pris un super tissu et qu'au final, ça rende rien du tout devant la caméra. En général, quand tu as un doute, il y a des essais caméra. Alors souvent, les essais caméra, c'est un peu à la fin de la préparation, donc les costumes sont déjà faits, mais ça permet quand même de réajuster. Moi, je me souviens d'avoir un film où ce tissu était sublime. Je devais fabriquer une espèce de jupe short, et c'était une espèce de velours de soie, on aurait dit, il glissait dans les mains, on aurait dit de l'eau noire, tellement il brillait, c'était incroyable, un tissu haute couture, fait par des soieries lyonnaises et tout. On l'a mis dans la caméra, et c'était horrible, on aurait dit un vieux truc en cuir, en vinyle, on a l'impression que la nana avait sur elle on a mis l'énorme échantillon, on aurait dit un vieux cuir en plastique, ça marchait pas. Donc c'est heureusement qu'on a fait ce test-là. Bon, après, avec l'expérience, tu sais. Tu sais quel tissu rend bien, tu sais comment tu peux tricher. Il y a plein de films d'époque, vous vous rendez compte, la plupart des films d'époque, tu peux pas n'avoir que des soieries, des tissus qui coûtent hyper cher et qui vont coûter 150 € du mètre carré. Économiquement, c'est pas viable.
souvent c'est extrêmement triché. Sur Games of Thrones, tous les mecs du mur là-haut, là, avec comme Jon Snow, avec toute leur fourrure et tout, la costumière, elle expliquait qu'ils avaient acheté des trucs Ikea là, pour mettre les peaux de bêtes blanches Ikea, qu'ils ont tout en noir. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas. Enfin voilà, il y a des astuces. En fait, c'est pareil, c'est là où c'est magique. Faut pas oublier que ça reste du cinéma. Même si tu as envie de faire les choses tu vois, de la meilleure manière qui soit, c'est pas du déguisement qu'on fait, évidemment. Parce que c'est un mot qui. Mais c'est du costume. C'est-à-dire qu'on triche. Et l'important, c'est que ça fasse illusion à l'écran. C'est que ça fasse illusion. Mais c'est un métier d'artisanat, et ça, faut pas l'oublier. On travaille en costume avec des artisans qui travaillent aussi en haute couture, des brodeurs, tu vois, des modistes, toutes ces spécialités qui sont des gens qui travaillent à l'opéra ou en haute couture et qui ont tu vois, qui sont des orfèvres, quoi, limite des compagnons de France, enfin, tu vois, qui ont un savoir-faire extrêmement précis et qui s'apparente à la haute couture. Et ça, alors quand on a de l'argent et qu'on a du temps, parce que c'est toujours un peu ça le nerf de la guerre, on peut se permettre de travailler dans le détail et de sortir des costumes absolument extraordinaires. Très bien. Et du coup, maintenant, pour revenir un peu dans le passé, Ouais. est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le cinéma et plus particulièrement vers le métier de créatrice de costumes? Alors moi, je viens d'une famille assez artistique, en tout cas avec des parents qui nous ont, tous les trois, mon frère, ma soeur et moi, poussés vers écouter de la musique. On était très manuels. On faisait plein de trucs, tu vois, aussi bien de la musique, du dessin que de la bidouille. On a grandi quand même avec un terrain manuel très, très fort. Et moi, ça vient du cinéma et d'un sens de l'aventure, un sens du romanesque. Pareil, j'ai plein de cousins, on passait des étés à se raconter des histoires, lâcher dans la nature et à s'inventer des trucs pas possibles. On tournait avec des petits caméscopes, des petits courts-métrages, des faux Indiana Jones, des faux Superman. Donc on avait déjà ce terrain-là, on écrivait des pièces de théâtre. Il y avait quand même un côté personnage, à raconter des histoires. Voilà. J'ai toujours eu partagé ça avec mon frère, notamment cette envie de raconter des histoires. Et le costume, je pense, parce que quand t'es enfant, en fait, c'est le truc le plus facile. Te procurer une épée ou un cheval ou un château, c'est un peu compliqué. Par contre, te faire une robe avec un grand t-shirt, un dessus de lit ou une cabane ou un truc, le textile, quand t'es enfant, le déguisement, c'est quand même le truc ça et le maquillage, c'est les deux trucs les plus faciles pour te transformer, en fait. Donc c'est vrai que j'ai très très vite une passion pour ça. Le vêtement, je me déguisais tout le temps. Et après, très vite, j'étais passionnée par les romans d'aventure, genre Le Seigneur des Anneaux, ces trucs-là. Et je lisais énormément, je me suis mis à lire énormément, très petite, hein, de livres sur l'histoire, des livres d'histoire, enfin sur l'histoire du vêtement, l'histoire des gens, le Moyen-Âge, le truc. Donc très vite, j'ai acquéri une très solide connaissance historique du costume, on va dire, enfin qui s'est affinée sur le truc du costume. Et après, j'ai longtemps hésité à être comédienne, à vouloir interpréter les personnages, parce que pour moi, c'est la même racine. Tu racontes une histoire, en fait. Tu racontes l'histoire de quelqu'un dans une histoire. Mais ça reste quelque chose de très organique, de très vivant, de très émotionnel. Et puis finalement, j'ai rebifurqué. J'ai été comédienne à un moment, puis j'ai rebifurqué dans le costume, de raconter ces histoires à travers le vêtement. Mais ça vient de là, ouais. Moi, c'est à la base, c'est une passion, une quête du romanesque et de l'aventure et d'avoir vu plein de films américains quand on était petits, les Goonies, les machins, Indiana Jones, les trucs, on était élevés par ça, moi, avec mes frères et sœurs. Et après, pourquoi le cinéma plus que le théâtre, alors que je pense que c'est souvent plus créatif, le spectacle vivant, au niveau du costume, parce que, pareil, j'ai toujours adoré les voyages et le terrain, être sur le terrain, et que le cinéma t'offre ça. Tu bouges, tu es à l'extérieur, tu vas dans des endroits où tu n'irais jamais. Donc moi, il y avait aussi cette magie-là, propre à l'image et au cinéma, pas que au costume, mais cette envie de travailler dans le cinéma précisément. Quel cursus t'as suivi et qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette voie? Alors moi, j'ai pas du tout un cursus classique parce que j'ai pas fait j'étais très bonne à l'école, donc je m'étais plutôt destinée à faire Sciences Po ou une école de commerce ou autre. Hein. Et en fait, moi, j'ai vraiment un parcours atypique. Je me suis totalement auto-formée, en fait.
comme tu peux le voir, parce que tu es chez moi, il y a plein de bouquins partout derrière de l'histoire du costume. Donc, à partir de l'âge de 9 ans, j'ai commencé à lire, comme je te disais, des livres énormément sur l'histoire. Donc, et je cousais. J'ai appris toute seule. Ma mère savait un peu coudre, donc elle me filait elle n'en pouvait plus d'ailleurs de m'aider à bidouiller mes trucs. Mais donc j'ai une formation très autodidacte. Après, les métiers du cinéma, c'est des métiers, si t'es malin, si t'es bosseur, si t'es dynamique, si t'es débrouillard, tu peux apprendre. C'est des métiers que tu peux apprendre par l'expérience. En commençant tout en bas, tu commences stagiaire, puis après auxiliaire, et puis tu montes les échelons. Le costume, il y a plein de portes pour y rentrer. Il y a des gens qui viennent de la mode. Tu vois, il y a des gens qui connaissaient pas le costume et qui viennent de la mode, et puis un jour qui en ont marre, qui veulent faire du costume de cinéma. Il y a des gens qui ont des formations extrêmement, beaucoup plus traditionnelles et classiques, et qui existent et qui sont formidables. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Notamment l'ENSAT à Lyon, les Arts Déco, ils ont un département aussi costume, textile, si je ne me plante pas. Il y a tout, évidemment il y a tous les CAP couture, on peut passer par le démarrage, c'est-à-dire couture, et les DMA costumier, formation de costumier, etc. Toi qui es dans ce milieu du coup depuis des années maintenant, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton évolution professionnelle, et est-ce que tu trouves que ton métier il a changé entre tes débuts et maintenant? Ouais, ça a changé. Moi, alors, mon évolution en 3 mots, c'est j'ai commencé sur les gros films d'époque en étant assistante. Et ça c'est pareil, on parlait de la formation. Commencer sur des gros films d'époque, c'est la meilleure chose qui puisse être. Parce que les films d'époque étant des grosses machines avec beaucoup de figurants, au costume, c'est beaucoup de manutention, beaucoup d'organisation. Parce que les figurants, ils sont réutilisés un autre jour pour grouper des cachets, donc il faut leur garder quand on les déshabille, garder le corset, les chaussures pour le jour quand ils reviennent 3 semaines après. Donc en fait, ça vous apprend une méthodologie de travail qui est applicable partout après. Avoir un sens de l'organisation, voilà, il y a toute vraiment une vraie méthodologie du travail qu'on est obligé d'acquérir sur les films d'époque, parce que sinon ça ne marche pas, et qui après vous servent sur les films contemporains ou pour n'importe quel projet. Moi, j'ai commencé par là. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé à un poste très haut, j'étais tout de suite assistante. Ce qui était à la fois une chance énorme, et en même temps, j'avais pas fait de terrain. Parce que j'ai pas commencé stagiaire, auxiliaire, habilleuse, etc. Donc moi, j'ai fait le schéma inverse, en fait. J'ai commencé à un poste assez haut pendant 3 ans. Et après, j'étais faire du terrain. Parce que on peut pas... vous pouvez avoir une connaissance intellectuelle du costume et être très bon en direction artistique, les tissus, les matières, tout ça. Mais ce qui se passe sur un plateau n'a rien à voir avec ce qui se passe en préparation. Un costume, il prend vie sur un plateau. Le cadre de la caméra, vous n'allez pas aller faire chier un comédien ou vous exciter sur des chaussures si le cadre de la caméra si la caméra est cadrée jusqu'à la taille. Ça dépend de la lumière, ça dépend du décor, qu'est-ce qu'on voit à l'image, parce qu'au final c'est ça qui est important. C'est pas ce que vous voyez vous à l'œil nu sur le plateau, c'est quel est l'axe de la caméra et qu'est-ce que la caméra prend. Et ça, il faut faire du terrain pour le comprendre. À quel moment tu peux intervenir sur un comédien sans déranger le comédien? Est-ce que ce comédien aime être touché? Est-ce qu'il est concentré? Comment l'approcher sans le déranger? Comment s'initier vers le comédien sans déranger la caméra, ni le metteur en scène, ni le chef-op en train de faire sa lumière? Tout ça, c'est comme une danse. C'est comme une danse où tout le monde doit trouver sa place sur le plateau, savoir quand intervenir, à quel moment, le plus efficacement possible, etc. Du coup, moi, j'ai commencé par ça, et après, je suis partie dans le contemporain. Et au début, j'étais pas du tout contente parce que je faisais ce métier pour faire de l'historique. Et en fait, j'ai découvert le contemporain et je me suis rendu compte que tu pouvais faire du contemporain comme tu penses de l'historique. C'est-à-dire avec, pareil, ce même intérêt sociologique pour les matières, les couleurs, le background sociologique, justement, voilà, dont on parlait au début. C'est-à-dire, j'ai un spectateur... En fait, les métiers du costume, dans le costume contemporain, sont totalement méconnus. Les gens ne se rendent pas compte. Vous, à l'image, à l'écran, dans votre écran d'ordi, à la télé, vous allez voir une chemise bleue. Vous allez voir une femme avec une chemise bleue. Bon, c'est une chemise bleue pour vous. Mais vous ne savez pas que derrière, il y a eu 10 chemises bleues essayées. De matières, de formes différentes, de textures, que pour arriver à trouver le bon jean, il y en a eu 15. Que la paire de chaussures pourries que vous voyez, en fait, elle était neuve. Et qu'elle a été patinée, et qu'en fait, elle est pensée pour... On ne se rend pas compte, parce que comme c'est des vêtements
qui ressemble aux vêtements qu'on porte tous les jours, ça paraît facile pour vous, ouais, un sweatshirt, oui, tu lui mets un t-shirt, un sweatshirt, un jean. Mais personne ne se rend compte de la somme de boulot que c'est derrière, de trouver le bon t-shirt, le bon sweatshirt, de les laver, de les casser pour pas qu'ils aient l'air neufs, qu'ils soient un peu boulochés. En fait, il y a tout et tout ce travail-là, d'aller chercher des vêtements dans les secondes mains, parce que les vêtements qui sont usés racontent quelque chose. Le pull ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le pull qui est bouloché, c'est le petit trou qui va être le petit trou dans la maille du pull à un endroit, le trou de clope ou le trou de je sais pas quoi, de pétard si le mec, le personnage fume. C'est le jean un peu sale ou un peu trop grand ou justement un peu trop petit, un peu trop court. C'est tous ces détails-là qui ne se voient pas parce que c'est des vêtements qui parlent à tout le monde. Donc personne ne se rend compte de ce boulot-là. Mais c'est un travail colossal derrière. Et souvent, au contemporain, on a des toutes petites équipes. Donc ce boulot-là, on le fait à très peu de gens et c'est un boulot qui est passionnant en fait. Parce que finalement, en historique, tu es assez contraint par un stock. Bien sûr que tu fais fabriquer quand il y a de l'argent. Mais évidemment, c'est toujours la même question. Quand il y a de l'argent, tu fais fabriquer, en tout cas pour les rôles principaux, c'est sûr, ou sur les gros projets, c'est sûr. Et voire des séries pour la figuration, tu fais des costumes en série pour la figuration. Mais tu es quand même conditionné par une époque et par un stock. C'est-à-dire que si tu as 6 films en même temps, dans la même époque, tu vas aller chez les loueurs, mais en Europe ou en France, mais tu vas devoir choisir tes costumes dans ce que tu trouves chez le loueur. Tu ne peux pas fabriquer pour tous les figurants, enfin c'est pas possible. Alors que dans le contemporain, tu n'as pas trop ce problème-là, tout est possible, tu vois ce que je veux dire, tout est... Si tu ne trouves pas dans les magasins, tu peux trouver dans des dépôts-ventes, tu peux trouver chez Emmaüs, tu peux trouver chez des loueurs, parce qu'il y a des loueurs maintenant qui font du costume contemporain, parce qu'on a l'air quand même de l'éco-conception maintenant, de l'écologie dans le cinéma qui arrive l'année prochaine et de l'éco-conception. Donc aujourd'hui, tu peux louer maintenant des costumes dans le contemporain, au lieu de surdépenser dans les grands magasins, dans la fast fashion, à acheter des jeans. Non, il y a des loueurs qui ont des t-shirts, des jeans, des sweats, des intemporels qui marchent très bien, et tout ça, et le costume contemporain en fait est passionnant parce que c'est un travail qui est beaucoup moins gratifiant parce que ça ne se voit pas et donc les gens, c'est très rare au César ou qu'il y ait des films contemporains qui soient nominés. En général, c'est le film d'époque parce que le film d'époque, waouh, ça en jette. Mais en fait, c'est un travail colossal au contemporain aussi. Et du coup, moi j'ai fait ce parcours-là et du coup, je reviens à l'époque depuis quelques temps, ce qui me fait beaucoup de bien. J'avoue, c'est pas du tout les mêmes rythmes de travail, et puis c'est chouette de remettre la main dans des matières qu'on n'a pas aujourd'hui, quoi. Tu vois, dans toutes ces matières un peu nobles, entre guillemets, tu vois, les velours, les soies, les matières, et puis des tissus anciens, quoi, ouais, voilà. Et puis de changer, il y a toujours un truc magique avec le costume d'époque. Quand t'habilles les gens, tu vois un petit mec qui arrive en jean, en sweatshirt, un quart d'heure après, il a l'air soit d'un palefrenier, soit d'un jeune lord, il y a un truc un peu magique. C'est magique pour les gens qui viennent, pour les figurants, pour les acteurs, et c'est magique aussi pour nous parce que tu retrouves un truc de l'enfance et de l'imaginaire, quoi. Ça, c'était plutôt pour ton évolution professionnelle, mais est-ce que tu trouves que ton métier, il a changé un peu Ouais, le métier a changé. Moi, j'ai eu de la chance quand j'ai commencé, en 2005 ou 2004, c'était un peu la fin de l'âge d'or, entre guillemets. C'est-à-dire où il y avait encore des très grandes productions avec beaucoup d'argent, où tu avais le temps de faire bien les choses et donc ça moi j'ai eu la fin de ce truc là quand j'étais assistante de Bernadette Villard justement, j'ai eu la fin de on est sur des très gros films où c'était vraiment c'était génial quoi, on est dans tous les pays chercher les costumes, on faisait fabriquer vachement de trucs, on avait des mois et des mois de prépa, c'était génial. Bon, le métier, ce qui a changé dans le métier et surtout depuis 4 ans, enfin depuis le Covid, tout ça, c'est l'arrivée des plateformes. Alors, c'est pas que l'arrivée des plateformes, parce que ça avait déjà, les rythmes de travail s'étaient extrêmement accentués déjà depuis 8-9 ans. Moins de semaines de préparation, définitivement, par rapport à il y a 15 ans, ça c'est sûr. Moins de semaines pour les finitions, on a moins de temps pour tout. Donc on nous demande de faire la même chose artistiquement, mais en moins de temps et souvent avec moins de budget. Ce qui est vrai dans, je pense, tous les métiers, parce que je pense que si tu veux interviewer des gens qui ne sont pas dans le métier du cinéma, ils te diront la même chose. Mais du coup, la manière de produire les choses, c'est extrêmement resserré, avec une espèce de tension sur les timings, sur le temps de travail. Et ça, c'est devenu assez pénible, il faut dire ce qui est, parce que à la base, les métiers du cinéma, c'est des métiers qui, de toutes les manières, t'es souvent charrette. C'est des métiers avec des rythmes très forts. Ce que je disais, tu travailles sur peu de temps, mais de façon très intense. Donc déjà, à la base, de nature,
tu sais que tu vas avoir un rythme intense. Sauf que là, c'est des cadences de travail qui sont devenues difficilement supportables. Et c'est pareil à la déco, c'est pareil dans tous les... il y a beaucoup de discussions en ce moment, justement, un peu intersyndicales et interprofessionnelles, on va dire, autour des conditions de travail, parce que c'est devenu physiquement trop difficile, et surtout mentalement, avec une charge mentale de pression, de devoir fournir comme ça, avec des changements, parce que ce qui se passe, c'est les plateformes, en fait. Ce qui a énormément changé le paysage de production, c'est l'arrivée des plateformes, des Netflix, etc., et des Amazon et tout ça, où il y a des projets extraordinaires du coup qui se font en France, des gros trucs avec justement très longs, avec beaucoup d'ambition, des super scénarios, surtout en audiovisuel, ce qu'on n'avait pas. Et surtout les séries aussi, j'ai l'impression que les sortent des séries. Mais c'est ça les plateformes. Ah oui, quand tu parles de plateformes, quand on dit les plateformes, c'est les séries. Après, parce que tu as des séries France Télévisions, des séries Canal+, les plateformes, c'est vraiment Netflix, Amazon, etc. Oui, parce qu'ils produisent aussi des films en oui, France, etc. Mais maintenant ils produisent des films, bien sûr. Mais les séries de plateformes, le paysage des séries, le problème c'est que déjà il y a une triangulaire qui est le client, donc la chaîne ou le diffuseur, ou en tout cas la plateforme américaine, Netflix, machin, etc. Eux, ils ont des manières de travailler qui souvent sont à l'américaine et qui ne sont pas les nôtres. On ne travaille pas de la même manière. Eux, c'est des équipes très 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 grosses. Nous, on travaille avec des équipes beaucoup plus petites pour un boulot qui n'a rien à leur envier en qualité, mais c'est juste des manières de travailler et aussi des positions salariales très différentes des Américains. Sauf que là, c'est toujours, on en revient à la même chose. Les projets sont pas très bien préparés. C'est-à-dire que les textes n'ont pas été finis d'être écrits. Tu te lances sur la préparation d'une série de 8 épisodes et tu n'as que les 4 premiers écrits, ou les 3 premiers. Donc, tu te lances sur un truc à l'aveuglette, tu fais des devis sur des histoires qui ne sont pas encore écrites. Donc, tu ne sais pas très bien comment ça va se passer, etc. Ils font partir les équipes. Ah non, on y va, on lance la prépa. Mais en fait, t'es déjà en retard. Le jour où tu commences ta prépa, en fait, il manque déjà un mois de boulot sur le timing parce qu'ils lancent le truc trop tard. Donc, voilà, tout ça fait des rythmes. Et surtout, c'est des projets qui sont très longs, qui occupent des gens pendant 8 mois, 6 mois, 9 mois. Donc, il faut tenir ces rythmes-là pendant 6 mois, 9 mois, avec des changements constants tout le temps de scénarios, de trucs inversés, de finalement, on va pas faire cette scène. Ah bah non, mais elle a été réécrite, finalement. Donc, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que ça s'est vraiment accentué. Les opportunités de travail sont développées avec des projets super, mais les conditions de travail se sont vachement dégradées. Du coup, à quel moment t'es appelé sur les projets? Qui t'appelle? Est-ce que c'est les réals? Est-ce que c'est je sais pas, les directeurs de production, les producteurs? Écoute, ça dépend où tu orientes ta carrière aussi. Tu vois, quand t'es pas à un poste de chef, t'es appelé par des chefs, tu vois, ou des copains qui disent attends, moi je peux pas faire ce truc-là. Il y a ça, voilà. C'est des métiers de réseau. En France, on n'a pas les techniciens, sauf les chefs-op et certains chefs déco, mais en général, et certains créateurs de costumes internationaux, mais tu n'as pas d'agent. Tu n'es pas représenté par un agent. Donc, tu vois, t'es tout seul à devoir trouver du boulot. Donc, oui. En général, alors moi, maintenant, il y a des metteurs en scène avec qui je travaille régulièrement. Donc, quand ils font un film, ils m'appellent. Voilà. Et sinon, c'est les directeurs de production, souvent, qui t'appellent. C'est les directeurs de production, c'est eux. En fait, le directeur de production, c'est lui qui est censé, techniquement, monter une équipe. Donc, c'est lui qui est censé trouver les techniciens, quand le réalisateur n'a pas son chef opérateur ou ses chefs de poste, ou tout ça. Donc, il va proposer au metteur en scène de rencontrer plusieurs chefs de poste pour que le metteur en scène fasse son choix, si tu veux. Donc, souvent, c'est les directeurs de prod qui t'appellent. Et du coup, à quel moment d'ailleurs ils t'appellent? Est-ce que c'est quand le projet, du coup, il a reçu le fameux green light, le feu vert? Non, ils montent des équipes avant. En fait, je sais pas combien de temps met un projet pour se monter, je dirais 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, ça dépend de... Ça dépend. Tu vois, j'ai travaillé plusieurs fois avec Cédric Kahn et lui, il monte ses films très vite, par exemple. Il se finance très vite, ses films. Il y a des films qui mettent 3 ans, 2 ans, 5 ans à se financer, à s'écrire. Je pense qu'à partir du moment où ils ont une partie du financement et surtout ils ont le casting principal, parce qu'aujourd'hui un financement se monte sur un casting, sur le casting des rôles principaux, ils vont commencer, ça veut dire qu'ils ont un planning de tournage, parce que avec la disponibilité des comédiens, donc ils ont un peu commencé à avoir un planning, un rétro-planning de quand est-ce que va se faire le tournage. Et donc à partir de là, ils commencent à réfléchir un tel. En général, tu vois, là, moi j'ai été appelée pour un film qui est en janvier, et on m'a appelé en septembre. Mais parfois on t'appelle en te disant est-ce que t'es libre, on a ce truc-là dans 3 semaines, qui commence dans 3 semaines.
parce que quelqu'un s'est désisté. Mais en général, oui, c'est quand même quelques mois avant. Et du coup, toi, au niveau du scénario, pareil, est-ce que tu es consulté pour justement faire, je sais pas, un devis, on va dire, et établir... Ce n'est que ça, oui, bien sûr. Ok. Ah oui. Mais c'est à la lecture du scénario, du coup? Non, les directeurs de production, eux, ils font un devis. Ils budgètent un film pour un producteur, de toutes les manières. Donc ils vont évaluer, eux, un budget au costume, un budget à la déco, un budget salaire comédien, un budget régie, un budget image caméra, etc. Eux, ils vont faire donc le film part sur un devis, un ou deux devis faits par des directeurs de production. Après, un directeur de production, quand tu es embauché, lui, évidemment, il a sa petite idée parce que c'est lui qui a fait le devis 6 mois avant, 1 an avant pour les financements du film. Donc, il sait combien il a mis au costume, en salaire, en dépenses, en tout. Mais toi, ton métier, le mien de chef de poste, bien sûr, c'est de savoir faire un devis. C'est très important. Très, très important. Et d'autant plus sur des très, très gros films. C'est de savoir, oui, bien sûr, tu construis, tu lis le scénario, tu regardes tous les besoins, c'est-à-dire à la fois le nombre, parce qu'on ne se rend pas compte, mais dans un scénario, c'est une histoire qui se passe sur plusieurs jours, parfois plusieurs années, parfois plusieurs saisons. Donc pour chaque personnage, ce personnage, combien de jours il a dans l'histoire? Combien de saisons? Est-ce qu'il a des tenues de nuit? Est-ce qu'il y a des tenues spécifiques? Une tenue, je sais pas, le mec va en boîte? Est-ce qu'il y a un mariage, un enterrement, un truc, la piscine? Est-ce qu'il y a des cascadeurs? Est-ce qu'il est doublé? Est-ce qu'il faut tel costume ou tel costume à tel moment, en double, en triple, en quadruple? Est-ce qu'il va y avoir du sang, avec des impacts? Est-ce qu'il se fait tirer dessus? Il le faut en 2, fois 3, fois 4, fois 5 pour faire plusieurs prises. Et ça, c'est pour un personnage. Mais dans un film, tu en as 30, 40, 50, 70. Donc pour chaque personnage, tu fais ce travail-là. Tu fais un mini historique de chaque personnage au travers tout le scénario. À chaque moment où il apparaît. Donc de quoi, quels vont être les besoins de chaque personnage. Ça, c'est tout le travail à faire en amont, qui s'appelle le dépouillement. Et à partir de là, tu as un peu une vision globale des besoins au costume. Tu vois, il y a des besoins de combien de tenues va falloir, comment... Ça, c'est sur les films contemporains. Et puis après, de l'équipe qu'il va falloir aussi. L'équipe qu'il faut, est-ce qu'il faut des renforts à l'habillage, les jours où il y a beaucoup de figuration, est-ce qu'il faut... Voilà. En époque, tu as en plus tout un devis à faire qui va être le devis fabrication. Enfin, tu as le devis location de costume et le devis aussi fabrication. Et le devis équipe. Aussi de monter toute une équipe. La masse salariale est très importante en France. Donc oui, c'est très important de savoir... Donc toi, tu montes ton devis et après, tu vois le directeur de prod et après, vous confrontez un peu vos deux devis et puis ça négocie, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, tu parles d'équipe. Est-ce que, pareil, tu as une équipe un peu que tu choisis, tu travailles un peu toujours avec les mêmes personnes, premier assistant costume, etc. Ouais, alors moi, j'aime bien changer, j'avoue. J'aime bien rencontrer des gens, moi. J'aime bien... Après, je travaille... j'ai 2 ou 3 assistantes, notamment une avec qui je travaille beaucoup, parce que ça rend les choses tellement... Déjà, on s'entend très bien, et puis surtout, ça rend les trucs beaucoup plus faciles, parce qu'on a un peu le même œil, on n'a pas les mêmes goûts, mais on a le même œil. Du coup, on travaille dans une confiance... absolue l'une envers l'autre et on se connaît très bien dans nos manières de travailler. C'est compliqué quand tu retravailles, surtout en assistant proche, c'est de tout recommencer avec quelqu'un qui connaît pas ton œil, qui connaît pas ton goût, qui connaît pas ta manière de travailler. Donc il faut tout. Pour moi, ça m'intéresse parce que je vais aussi apprendre de l'autre, parce que lui ou elle va m'apporter une vision peut-être différente de la mienne et moi c'est ça qui m'intéresse. Mais par contre, ça multiplie. C'est moins facile que de travailler avec les mêmes personnes avec qui ça roule. Tout ce travail d'apprentissage, de connaissance l'un de l'autre, et quand vous avez fait 2, 3, 4, 5, 6 films ensemble, tout ça c'est facile. Vous commencez une prépa, ça roule, chacun a ses habitudes, chacun a ses marques, chacun sait ce qu'il doit faire et ça roule tout seul. Après, oui, sur chaque film, je travaille avec des gens. En tout cas, il y a des postes où j'ai des gens différents, ouais. Carrément. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais des fois on fabrique les costumes, des fois on les loue, etc. À partir de quel moment on décide de passer de la fabrication à la location ou à l'inverse, on va louer finalement on fabrique? Ça s'appelle les sous. Ah. Voilà, ça s'appelle l'argent. Non, mais idéalement, quand tu fais un film d'époque, idéalement... Il y a des choses... Quand tu lis un scénario, parfois il y a des trucs écrits, tu sais que tu n'auras pas le choix. Je sais pas si tu vois, le mec a une robe... C'est écrit que le personnage principal a une robe de chambre, je dis n'importe quoi, orange, avec un dragon pailleté, violet, vert, enfin le truc introuvable. Oui, a priori, à moins que le metteur en scène renonce à son idée, il va y avoir un peu de fabrication. Voilà. Donc parfois il y a des impondérables, clairement. Souvent sur les films d'époque, en tout cas, dans la mesure du possible, les rôles principaux, tu as envie de fabriquer. Déjà parce que sinon les loueurs et leur stock tourneraient jamais. Enfin, tout le monde, on verrait toujours le même costume. Il n'y aurait pas de renouvellement de stock pour les loueurs, parce que souvent ils rachètent à la fin
les fabrications des films, où ils participent au début à la fabrication, et voilà. Mais non, bah, en général, sur les films d'époque, tu fais fabriquer pour les personnages principaux, et même parfois tu fais des séries pour la figuration. Tu fais des jupons en série, des jupes en série, des redingotes en série, etc. Voilà, et qui permettront après de renouveler les stocks aussi des loueurs. Mais bah, toi, idéalement, tu lis ton scénario, tu imagines tes costumes, tu fais tes dessins, tes trucs, tes maquettes. Idéalement, tu as envie de fabriquer ça, tu vois. Mais après, bon, c'est là où tu évalues ton budget fabrication et puis tu vois si ça rentre ou pas avec le metteur en scène et puis avec la production. Et si ça rentre pas, bah, il faut renier. Soit tu te bats et c'est plus important et à ce moment-là, c'est eux qui trouvent l'argent ailleurs parce qu'ils estiment qu'effectivement, il faut pas, je sais pas, n'importe quoi, une scène de bal, qu'effectivement, il faut pas renier sur telle ou telle chose tel costume artistiquement, donc ils vont aller trouver l'argent ailleurs et le prendre ailleurs pour le donner au costume. Soit c'est vraiment pas possible et à ce moment-là, bah, c'est à nous de couper ou de faire autrement. Ou de restreindre nos ambitions artistiques. Et ouais, donc du coup, tu parlais d'écologie tout à l'heure, et là, ça fait bien le lien avec le fait que parfois les costumes, ils sont revendus aux loueurs. Ça se passe comment en général? Enfin, aujourd'hui, je suppose qu'il n'y a plus de costumes qui sont jetés, enfin, j'espère pas. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'éco-conception, le cinéma, c'est une des industries les plus polluantes au monde. Parce qu'on consomme énormément sur une très courte durée avec énormément de déchets. Il y a des nouvelles normes et des des nouveaux outils qui vont être obligatoires, enfin en tout cas fortement conseillés, voire obligatoires à partir de 2024, pour calculer l'empreinte carbone sur les films, qui vont évidemment être assujettis à des subventions ou pas, etc. Bon. Moi, je suis président d'une association, l'association des métiers du costume, l'AFCA. Il y a un groupe de travail qui s'appelle Éco-Costume, qui travaille en parallèle avec ceux de la déco, etc., et le CNC, pour réfléchir, enfin, pour apporter notre expertise, nous, du département costume, aux outils que sont en train de mettre en place le CNC pour l'éco-conception. Le textile, évidemment, ça génère c'est extrêmement polluant. Parce que tu achètes des vêtements, ils ne sont pas sourcés. Sur les films, tu vas acheter des tonnes de jeans qu'après tu vas rendre en magasin. Bon, il y a une surconsommation de vêtements qui est énorme, d'où prendre l'habitude d'aller dans les Emmaüs, dans les dépôts-ventes, chez les loueurs qui font du contemporain et de prendre des choses déjà existantes, de faire de l'upcycling, tu vois, d'utiliser des matières déjà là, au lieu d'acheter des nouvelles matières, d'utiliser celles qui sont déjà là. En plus, c'est souvent plus intéressant parce que justement, plus de patine, plus de matière, plus de vécu, les vêtements ne sont pas neufs. Après, il y a toute la question effectivement parce que ça, l'origine des vêtements, dans l'industrie textile, c'est quand même compliqué de sourcer, il n'y a pas de normes, donc c'est tout ce greenwashing tu vois, bon. Après, il y a qu'est-ce que tu fais de tous ces vêtements, mais ça à la fin de chaque film, que ce soit du contemporain ou de l'époque. Dans le contemporain, t'as plein de solutions. Parfois, il y a des productions qui ont des stocks et qui gardent pour d'autres films, pour la figuration, pour d'autres machins. Souvent, on fait des ventes à l'équipe, à la fin du film. Si les productions ne veulent pas garder, on vend les vêtements à l'équipe. Parfois, les comédiens récupèrent des choses. Et sinon, souvent, ce qui ne veut pas être gardé ni par la costumière, ni par la prod, ni racheté par l'équipe, est donné au MIA, qui est une association pour les intermittents, les gens du spectacle et de l'audiovisuel du cinéma, ou alors Emmaüs. Donc moi j'essaye de beaucoup fonctionner comme ça, de faire extrêmement attention à comment on consomme, qu'est-ce qu'on en fait après. Pareil, quand tu travailles aussi, c'est aussi réfléchir à qu'est-ce que tu utilises. On utilise énormément de plastique au costume, en principe. Les housses en plastique, les housses à chaussures. T'imagines sur des films époque donc maintenant il y a depuis un an, même un an et demi, maintenant il y a plusieurs boîtes qui ont monté des locations de housses recyclables et réutilisables qui sont en tissu. Notamment Ous et Mouse Costaud, qui sont utilisés sur les films d'époque, sur les films contemporains, avec des sacs à chaussures. De ne plus utiliser toutes ces matières plastiques, alors c'est un coût supplémentaire pour la production, mais il y a plein de productions qui jouent le jeu. C'est de ne plus utiliser de ce qu'on appelle le gaffer, c'est le gros scotch de cinéma blanc, rose, vert, machin, mais utiliser du scotch en craft, marron là, qui se déchire, en papier, quoi, du gros scotch en papier, comme du scotch de déménageur en papier, d'essayer d'utiliser des produits, tu vois, ne serait-ce que pour la patine, les teintures, faire des teintures végétales,
sur Astérix, ils avaient réutilisé toutes les eaux de pluie. Ils avaient utilisé les eaux de pluie pour faire les peintures, les teintures, et les autres teintures, la teinture était tellement bien faite en teinture végétale que les eaux de récupération étaient propres et ont servi après pour faire les patines. Tu vois, y a plein d'outils, il y a plein de choses. En fait, il y a plein de solutions. Il y a des groupes de travail qui sont en train de travailler là-dessus. Ça va être communiqué au plus large. Après, c'est à chacun d'essayer de mettre en place ces outils. C'est une histoire d'éthique, après. C'est une histoire de volonté, d'essayer de moins utiliser sa voiture, pareil, en shopping, de prendre le métro, ou voilà, d'essayer de travailler un peu différemment, d'arrêter les gros sacs Tati et de prendre des boîtes en carton. Et sur les films d'époque, il y a aussi tout le problème du recyclage des matières premières. Quand tu montes un atelier, tu vois tous les tissus, tous les trucs, effectivement les peintures, tous les produits utilisés. Voilà, aujourd'hui c'est des vraies questions. On en est à l'ère de pensée responsable, enfin vraiment de l'éco-conception. Mais une fois de plus, moins on a de temps, moins on est écologique. Parce que dans la frénésie, dans l'urgence, c'est bien connu, tu dépenses plus parce que tu n'as pas beaucoup de temps, donc tu veux te couvrir. Donc tu prends plein de trucs, tu prends plein de choix possibles pour éviter le jour J de ne pas avoir ce que veut le metteur en scène. Alors que quand tu as le temps de faire valider les choses en amont, que ça soit un peu pensé, un peu réfléchi, tu achètes 3 trucs, tu n'as pas besoin d'acheter 15. Tu vois. Pour revenir un peu plus sur ton parcours, tu as travaillé essentiellement sur des films contemporains, comme tu l'as dit, comme Divine de Houda Benyamina, Comment c'est loin de Christophe Offenstein et Orelsan, ou plus récemment Tempête de Christian Duguay. Est-ce plus facile de créer des costumes contemporains, même s'il y a déjà un bout de la réponse que tu as dit tout à l'heure, et surtout comment faire pour créer de l'originalité dans des costumes qui se doivent de respecter le monde actuel? Alors, c'est pas les costumes qui sont originaux, c'est le personnage qui l'est. Faut pas chercher. Enfin, en France, on est un peu à l'ère du costume où le costume se voit pas. Tu vois, faut pas que le costume se remarque. Après, il y a des metteurs en scène chez qui le costume est hyper théâtralisé. Tu vois, si tu vas à Almodovar, le costume il se voit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours du rouge, des couleurs très fortes. C'est un peu. Ça sort un peu de l'ordinaire. Les films de Jean-Pierre Jeunet aussi, tu vois, il y a des metteurs en scène dans lesquels l'univers visuel est théâtralisé. Patrice Chéreau, tu vois, souvent... Bon, bref, mais c'est des volontés artistiques. Après, c'est vrai que sur la plupart des films, on te demande que le costume se voit pas trop, ce qui n'est pas facile du tout à faire, justement. Mais l'originalité, elle est plus dans le... Pour moi, tout part du personnage, en fait. Si t'as un personnage lambda du boy next door, bon, t'as pas non plus cherché enfin, il n'y a pas besoin de chercher une originalité, tu vois. Faut pas. La création, enfin, on en revient à toute la question de c'est quoi être créatif. Il y a plein de manières d'être créatif. La créativité, c'est pas forcément faire une chose, enfin, faire forcément la chose différente de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? La création, tu la trouves moi je la trouve tu vois par exemple le film que je suis en train de faire là par exemple, qui est un petit film financièrement, mais typiquement tu as ce personnage dont on ne sait absolument rien. Tu le lis, tous les personnages, c'est vachement dur de savoir d'où ils viennent, leur passé, c'est dur de les imaginer, tu les ressens parce que tu ressens l'histoire, tu es avec eux, mais s'il faut aller les habiller, définir là où ils vivent, à quoi ils ressemblent vraiment, vachement dur. Tu sais pas ce qu'ils aiment, tu sais pas quelle était leur enfance, ils ont de la famille, ce qu'ils ont fait comme études, tu sais rien, ce qu'ils écoutent de la musique. Mais tu as ce personnage voilà, qui est un peu héroïnomane, qui a vachement de charme, et en même temps qui peut être complètement dangereux, etc. Et qui a un côté, tu sens qu'il a un côté chic, mais en même temps il pourrait faire Clodo aussi. Bon, tu vois, comment tu arrives à construire, et tu n'as aucune info. Comment tu construis, comment tu pars Alors déjà tu demandes qui est le comédien, qui est le casting, parce que ça t'aide. Moi, souvent, quand j'ai un flou comme ça et que c'est trop dur, parce que c'est trop ouvert, en fait, si tu veux, t'as pas de cadre, tout est possible, je pars de ce que dégage le comédien, parce que tu te dis, quand même, s'il a été choisi, c'est qu'il y a quelque chose dans son énergie qui est intéressant. Donc, je me sers de ce que lui va dégager, d'original, justement, ou de particulier, qui est lui ou elle, et je tire ce fil-là. Là, pour ce personnage-là, justement, j'ai mélangé... pour arriver, tu vois, j'ai réfléchi, j'ai pensé à ces mecs des années 50 qui avaient une espèce de dégaine un peu chic, mais tout en ayant les cheveux foutraques, ou ces mecs qu'on peut voir dans la rue avec des grands manteaux années 80 et des vieilles baskets dégueu. Effectivement, ils ont à la fois un côté artiste, un peu clodo, mais en même temps chic, avec ces vieux manteaux années 80 ou années 50.
Tu vois, Guillaume Depardieu, il avait un peu ce truc-là, pareil, de dandy chic, mais un peu destroy. Bon, pour arriver à faire ça, en fait, finalement, ça a marché, mais on a été prendre des pantalons années 50, à l'historique, des chemises années 80 qu'on a trouvées chinées en vintage, un manteau années 70, je crois. Et en dessous de ça, on a acheté des t-shirts qui se voyaient débraillés, mais qui font faussement vieux, mais qui en fait sont des trucs neufs qui coûtent un bras, mais qui font faussement vieux t-shirt pourrave, parce qu'il le faut en plein d'exemplaires, pour des histoires de doublure. Et on a trouvé sur Vinted, sur des sites de recyclage, d'upcycling, des docks, justement des Doc Martens, mais un peu pourraves, mais une couleur très particulière, qui avait déjà été customisée par quelqu'un qu'on a trouvé en seconde main. Voilà. Donc c'est tout ce mélange, et une vieille ceinture pourrie, pareil, qu'on a trouvé chez Emmaüs. Donc c'est un mélange de location de chez les loueurs, location historique, location de contemporain, achat, seconde main, Emmaüs, Internet et Galeries Lafayette. Donc tu vois, c'est pour arriver à créer ce personnage. Pour arriver à lui trouver cette dégaine-là, à trouver cette allure folle, et ça marche sur lui. On a réussi à faire un truc qui pour le coup marche, parfois ça marche pas, mais là ça marche. Tu vois, il a fallu... c'est plus une allure. Après sur les films d'époque, tu as le temps de dessiner. Tu vois, tu dessines, tu vas vraiment créer un costume. Tu vas dessiner la robe, par exemple, sur Marie-Antoinette, ou, je sais pas, ou d'autres grosses productions, ou Astérix, ou autres, hein, mais ou les Trois Mousquetaires, ou autres, tu dessines tes silhouettes. Donc là, tu as vraiment tu pars from scratch, tu pars de rien, et tu imagines ta silhouette, et tu la dessines, et après les tissus, après tu vas chiner les tissus, faire toute la tissu tech, et après, hop, la fabrication, les toiles, les machins, etc. Donc là, c'est de la fabrication, effectivement. Là, c'est de la création à partir de rien. Dans le contemporain, tu crées des silhouettes, en fait. Après, Divine, j'avais dessiné une robe, à un moment donné, une robe blanche, arrive dans une boîte de nuit, ça, on l'avait dessinée. On voulait un truc un peu intemporel, un peu une espèce de robe un peu à la Scarface, etc. Donc ça avait été dessiné et fabriqué. C'est pas évident de définir un style, de créer le style d'un personnage, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si t'as pas l'argent pour créer le vêtement, c'est-à-dire fabriquer le vêtement, tu vas devoir... Toi, ta création, c'est pas de fabriquer le vêtement, mais c'est de créer une silhouette. Et donc cette silhouette, après, comment tu vas arriver à trouver les vêtements pour arriver à assembler cette silhouette. Est-ce que ça ressemble à ce que tu as imaginé? Mais le travail de création, il est là. C'est créer le personnage, c'est créer sa silhouette. Après, tu dois aller trouver les vêtements. Et là, c'est le plus gros boulot, c'est ça. C'est d'aller trouver les vêtements qui vont ressembler à ce que tu as dessiné. Faire fabriquer, c'est presque plus simple, en fait. T'imagines un truc, après, tu le fais fabriquer, et c'est exactement ce que tu as. Quand tu fabriques pas, il y a ce que tu imagines, ce que tu crées, la silhouette que tu dessines, que tu crées, et après, va falloir que tu trouves les trucs qui vont ressembler ou donner vie à ça. D'où les essayages. C'est pour ça qu'on a beaucoup de choses aux essayages. Pour essayer, parce que parfois tu te plantes. Parfois, tu as imaginé ça, mais en fait, sur ce comédien-là, ou cette comédienne, ça marche pas. Et du coup, les essayages, c'est à quel moment? Parce que toi, ton travail, il commence donc en pré-production, mais du coup, il va jusqu'à la fin du tournage. Il travaille au début de la préparation, ce qu'on appelle la préparation du film. Il y a bien une semaine de bureautique, de chercher des ambiances, des images, pour pouvoir discuter avec le metteur en scène ou la metteur en scène de telle direction artistique. Donc ça, il a besoin de voir des images ou des dessins, ou ce qu'on appelle des mood boards, des planches d'inspiration. Et une fois que tu as défini un peu tous les personnages principaux avec le metteur en scène, et artistiquement, te dire voilà, moi j'ai imaginé ça pour lui, elle, nanana, et que vous êtes d'accord sur la même direction à prendre, après c'est go, quoi. Après il faut assembler, t'assembles une quantité astronomique de costumes, de pièces, et par portant, par personnage, et après tu fais, une fois que t'es prêt, tu cales un premier essayage avec le comédien qui vient et qui essaye, et t'essayes avec lui. Alors parfois il a des... Moi j'appelle souvent les comédiens pour discuter avec eux du personnage. Déjà parce que alors, parfois il y en a qui sont complètement paumés, qui savent pas du tout, qui te laissent complètement faire, et il y en a qui au contraire vont te parler du personnage, de la manière dont ils le voient ou de la manière dont ils veulent l'interpréter, et parfois ça aide à pas paraphraser. Par exemple un mec, je sais pas... une avocate rigide, on va dire, un scénario, une avocate rigide, si la comédienne te dit oui, moi je sais que je vais la jouer assez raide, assez dure et tout, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter avec les fringues. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si c'est une comédienne qui est très douce
et qui au contraire a un physique très doux, il va falloir avec le vêtement arriver à lui trouver une silhouette beaucoup plus tenue, beaucoup plus, tu vois, avec une forme de présence, de colonne vertébrale qui va aider à lui apporter cette rigidité qu'elle n'a pas naturellement. Donc moi je discute beaucoup avec les comédiens en amont, toujours pour leur demander leur avis, comment ils ressentent le personnage, comment ils le perçoivent, est-ce qu'ils ont une idée, et puis parfois ils ont des désirs assez précis. Il y a des choses qui... Tu vois, ils ont des idées, puis parfois il y a des choses qu'ils n'ont pas du tout envie de mettre non plus. Okay. Ça tu le découvres au moment des essayages, ce qui n'est jamais très très agréable. Mais voilà, ça fait partie du... Et donc souvent, pour les rôles principaux, tu as au moins 2 essayages. Moi, mon rôle, c'est pas d'imposer ce que je veux. Mon rôle, c'est de... Quand je travaille avec un metteur en scène ou une metteur en scène, c'est de comprendre avec quelles lunettes il voit le monde. Avec quelles lunettes il veut raconter son histoire. Moi, je vais lire l'histoire, j'ai ma vision, j'ai ma sensation, comme quand on lit un bouquin, ton instinct sur le film, voilà. Mais le metteur en scène qui va mettre en scène ce film a sa propre vision du truc. Donc, comment est-ce qu'il voit son film? Avec quelle lumière? Est-ce que c'est plutôt genre film d'auteur? Est-ce qu'il va en faire une grosse comédie? Enfin, avec des lumières, un truc très pop? Donc, moi, mon rôle, c'est d'arriver à comprendre déjà quelles sont les lunettes du metteur en scène, avec quelles lunettes il voit son film, et à l'intérieur de ça, de me caler sur sa vision du film, et dans ce cadre-là, de lui proposer des choses. Mais je ne vais pas lui proposer des trucs hors sujet. Après, je vais proposer des choses qui peuvent bousculer, et des idées, bien sûr, mais qui restent dans son cinéma. Sinon, tu vas au conflit. Et puis, c'est pas ou sinon, tu n'es pas la bonne personne. Tu es mal casté pour toi, en tant que chef de poste, tu n'es pas bien casté pour ce type de projet. Et à l'inverse, tu as également travaillé sur des films à la temporalité très marquée, comme Histoire de Judas, de Rabah Hammer Zaimesh, qui se déroule il y a plus de 2000 ans, ou encore, comme on en a parlé plusieurs fois, Le procès Goldman, de Cédric Kahn, qui prend place dans les années 70. Comment est-ce que tu abordes des projets aussi différents ? En fait, je les aborde tous de la même manière, les projets. C'était une histoire, avec une histoire de personnage dans une grande histoire. Donc, tu as un boulot de prépa, de te renseigner sur justement tout ce background historique, social, les us, les coutumes, comment, quoi, quelle texture, quelle matière. Alors, c'est un peu plus long sur l'époque, quand c'est une époque que tu connais pas. Histoire de Judas, on a tous des images de l'époque plus en 33, en 1933, enfin 033, l'âge du Christ, de grandes robes et trucs comme ça. Mais après, savoir précisément, oui, j'ai dû lire pas mal de bouquins, pas mal de trucs et vu beaucoup de films aussi sur pas des films d'époque, sur ces époques-là, comment les gens s'habillaient en Israël à cette époque, en Palestine, tu vois, justement, la recherche de tissus, de matière, même si après il y a des certitudes, tu vois, parce qu'on a mais plus tu vas loin dans l'histoire, dans l'Antiquité, moins plus t'as juste t'as des textes, mais t'as aussi des gravures, mais t'as moins de matériel qu'à partir de la fin du Moyen-Âge ou de la Renaissance, où là, tu vois, entre les peintures, les enluminures, les livres, l'arrivée des livres, tout le développement de la peinture, etc., t'as des témoins visuels beaucoup plus sûrs. Ouais, là, quand c'est aussi vieux, c'est plus par rapport à l'imaginaire collectif, en fait. Oui, et puis surtout, tu t'aperçois qu'au costume, l'imaginaire collectif, il évolue en fonction des années. Quand tu regardes les films d'époque des années 60, c'est hyper édulcoré, les filles, elles sont complètement choucroutées, elles ont leur coiffure complètement choucroutée, comme dans les années 60, il y a du orange, du vert, du machin... alors que depuis 20 ans, on est à la période, on est dans une ère où le film d'époque doit être hyper réaliste, tout est un peu sombre. Regarde Braveheart, tu te souviens de Braveheart, le film de Gibson, tout dans les tons boueux, marron, machin, etc. Le même film fait dans les années 40, ils auraient eu du rouge, du vert, enfin je déconne, mais c'est très 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 des films 18e. Même Autant n'emporte le vent, tu regardes Autant n'emporte le vent, les couleurs sont hyper flash, elle est complètement coiffée années 40. Années 30, Vivienne Lee qui joue Scarlett, elle n'est pas du tout coiffée, vraiment comme dans ces années-là. C'est juste qu'on est passé aujourd'hui à l'ère du costume réaliste. Donc on fait un peu de la reconstitution. Sauf que ça aussi, justement, par rapport à la question que tu as posée avant, avec l'arrivée des plateformes, ça change. Parce que depuis 10 ans, il y a un engouement énorme pour les films d'époque. Notamment à cause des séries genre Game of Thrones, etc. Il y a un retour aux grosses séries, aux trucs d'époque, les Downton Abbey, les machins, et puis plein d'autres, je dis ça, mais... Et du coup, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de dépoussiérer le costume d'époque. Donc on ne vous demande pas de faire du costume, de la reconstitution, mais de moderniser le truc.
Mais dans le contemporain, il n'y a pas eu trop de nouveautés. Non, le contemporain, si. Alors, ce qui change, les plateformes aussi, c'est qu'ils se sont rendus compte pour les séries que le costume, qui était un métier extrêmement méconnu dont tout le monde se fichait un peu, en fait, sur les séries contemporaines, ont un impact énorme. Les séries notamment comme Stranger Things ou Euphoria, tu vois, ont eu un impact sur la mode, ou ne parlons même pas d'Emily in Paris, ont un impact sur une génération entière, et du coup sur l'industrie du vêtement. Parce que c'est l'industrie du vêtement et de l'haute couture, après, qui a repris les codes de ces séries-là. Qui ont été influencés par ces séries-là. Donc il y a de plus en plus maintenant, et c'est génial pour le coup, sur les gros projets à long cours, sur ces grosses séries, de demandes de vraie direction artistique. C'est-à-dire d'avoir vraiment une création dans le costume contemporain, une vraie direction artistique du début à la fin, pour que la série ait vraiment une identité visuelle très forte. Et ça, avant, c'était pas le cas. Avant, c'était pas le cas. Il y a, aux États-Unis, il y a un poste qui s'appelle showrunner, qui commence à arriver, enfin maintenant qui est souvent là en France, mais voilà, qui en fait coordonne tous les chefs de poste, tous les départements, comme un espèce de directeur. C'est pas qu'un directeur artistique, c'est un directeur de show, quoi. Mais dans lequel, et qui va tout coordonner pour que tout s'assemble et qui va donner tout le ton et la direction du truc. C'est sûr que quand tu as des ambitions comme ça sur des très grosses séries et on veut qu'il y ait une vraie direction artistique, c'est super. Nous, d'habitude, sur les projets, on va dire, un peu plus petits, etc., je dis pas que chacun bosse dans son coin, mais idéalement, tout le monde voudrait travailler ensemble, mais concrètement, personne n'a le temps. Donc la déco bosse dans son coin, les costumes bossent dans leur coin, et puis à un moment donné, on demande les photos des uns et des autres pour voir si le mec est pas habillé en rouge dans un canapé rouge. Tu vois, mais ça se passe un peu comme ça. En vrai, ça se passe un peu comme ça quand on n'a pas le temps sur les petites productions. Mais là, de plus en plus, on nous demande aux costumes qu'il y ait une vraie identité visuelle, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a un intérêt pour les costumes. Tout d'un coup, ils se sont rendus compte que ça avait un impact sur le public, quoi. Les gens s'identifient, et puis visuellement, ça donne un truc très fort à une série, quoi. Ça peut apporter un truc extrêmement fort. Après, c'est sûrement plus le cas dans les séries que dans les films, en effet, parce que les séries, ils ont plus le temps de s'installer, Exactement. Tu tires, c'est ça qui est très intéressant sur les séries, c'est que tu peux tirer une époque sur plusieurs, sur plein de, c'est l'équivalent de 3 ou 4 films assemblés, donc tu peux tirer une époque dans plein de circonstances différentes, ou même sur plusieurs décennies, et tu peux aussi étirer vachement les personnages. Tu vois, un film qui se passerait sur 5-6 jours ou sur 6 mois, dans une série, il y a tellement de scènes différentes, enfin tu vois. Après, on se rend pas compte, mais sur les grosses séries d'époque, tu parlais de fabrication tout à l'heure, il n'y a pas tant de robes fabriquées de ça, hein. Ça coûte extrêmement cher de fabriquer une robe, un costume, ça coûte entre 3 000 et 5 000. Donc, une robe 19e ou 18e, ouais, c'est ça. Sans mon avis, c'est au moins 3 000 sans les broderies, sans les boutons, enfin, tu vois. Donc, c'est entre 3 et 5 000. Donc, tu ne peux pas non plus fabriquer des séries comme, je pense, Marie-Antoinette ou ce genre de choses. Je pense que les rôles principaux, ils doivent avoir, sur 10 épisodes, peut-être 8 tenues fabriquées. Et ça tourne. Déjà, c'est pas mal. Ouais, mais non, mais sur un épisode d'1 heure, elle va porter que 2 robes, en fait. Ouais. Tu vois, non, mais en fait, quand il pense, c'est pas. Mais l'épisode d'après, comme c'est diffusé une semaine après, ou l'épisode 3, on va revoir la robe de l'épisode 1. Ça coûte très très cher de fabriquer. Ça coûte très cher. Ah, donc, du coup, en fait, le costume, c'est pareil. C'est peut-être un des très gros postes de. C'est un très gros poste dès que c'est du coût. Costume d'époque, ouais. C'est des très gros postes comme à la déco. Parce que tu as de la construction, à la déco, ils appellent ça la construction, de la fabrication, et puis c'est des grosses équipes en termes de salaire. C'est beaucoup de manutention de costumes d'époque. Beaucoup d'orgas, beaucoup d'habilleurs, beaucoup de renforts, beaucoup de régisseurs costumes, des camions. Il faut des gens à l'arrière, les costumiers qui continuent à essayer la figuration, parce que toute la figuration doit être essayée. Alors qu'un costume d'époque, on fait des briefs, on demande aux gens de venir avec des fringues, le matin même, on choisit avec eux. Contemporain, tu veux dire. Contemporain, ouais. En époque, tu es obligé d'essayer tout le monde. Et il passe aussi à la coiffure et au chapeau. Enfin, tu vois, ouais. C'est une très très grosse organisation. Et du coup, toi d'ailleurs, sur les tournages, t'y vas ou... Ouais, bien sûr. Bon, moi, c'est un grand plaisir d'aller sur les tournages. Je suis très malheureuse quand justement, j'y vais pas beaucoup. T'arrives à la fin à la fête de fin de film, on te demande qui t'es. Et puis surtout, tout ce que tu peux imaginer en prépa, c'est... Tu fabriques en prépa, mais en fait, tu crées sur le plateau. Ton costume, il prend vie sur le plateau. Mettre des vêtements ou des costumes sur un comédien et le photographier sur un fond gris dans des bureaux de prépa, ok, c'est une chose, mais c'est toi qui projettes cette image-là. Après, de la voir dans le vrai décor, en situation avec la vraie lumière,
t'auras peut-être envie de faire vivre le costume différemment. Tu vois, d'un coup, c'est là où tu lui donnes vie, le costume. T'enlèves des boutons, tu vois, t'enlèves des boutons, tu remontes les manches, t'enlèves la ceinture parce que c'est trop, tu lui retournes, je sais pas quoi, le col du manteau parce qu'en fait, tu vois, c'est pour ça que le poste d'habilleur est très important, un habilleur. C'est lui qui va habiller, enfin, sous la supervision du créateur costume ou du chef costumier ou de son tout supérieur, en tout cas, donner vie. C'est pas que l'histoire de s'occuper des raccords et de l'entretien des vêtements, c'est aussi donner vie, savoir donner vie aux vêtements sur le plateau, que ça ait l'air naturel et que ça vive, surtout. Et de savoir changer quand il faut. Il y a beaucoup de choses du costume qui se font sur place, qui se font sur le plateau. C'est très important de donner vie aux vêtements. Ça n'a pas de sens sinon. Le vêtement, il doit bouger. Et du coup, à part les habilleurs et les métiers du costume, avec quels autres métiers tu interagis, que ce soit sur le tournage ou même peut-être avant ? La déco, c'est sûr. Parce que c'est indissociable. Enfin, tu vois, tu peux pas penser une scène dans un lit. Je sais pas, une maman et une petite fille dans un lit qui lisent une histoire le soir. Tu vois, il faut savoir un peu de quelle couleur est la chambre, quelles couleurs vont être les draps. Parce que si les draps sont bleus, que tu as prévu un petit t-shirt bleu et un pyjama bleu et je sais pas quoi, tu vois, ça marche pas. Et puis pour être sûr de raconter la même chose socialement, justement. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un metteur en scène qui m'avait validé les costumes, il trouvait ça super, nous on était très contents. Et puis j'ai demandé trop tard à la déco de voir les photos des décors, des repérages, puis des décors un peu avec ce qu'ils comptaient faire. Et je me suis dit, mais attends, c'est très, 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 très middle class par rapport à ce qu'on a fait aux vêtements. Je me suis dit, putain, moi, je n'y crois pas du tout. Ils sont beaucoup trop chics. La famille qu'on a fait est beaucoup trop chic pour être dans un décor pareil. Et là, j'ai appelé le metteur en scène et je lui ai dit, attends, moi, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, ça marche pas, en fait. Ouais, ça avait créé un fossé. Bah ouais, et puis le metteur en scène, il se rend pas toujours compte de ça. Il a tellement de tout le monde lui tombe dessus, lui pose 12 milliards de questions pendant la prépa. Chacun a ses questions qu'il n'avait pas forcément avec le recul. Et puis il y a des gens qui n'arrivent pas à voir tout. Au costume, t'es obligé de savoir aussi quand tu penses à un personnage, t'es obligé d'avoir en tête les autres par rapport aux couleurs. Et qu'est-ce que tu leur as mis dans cette séquence-là ? Ah oui, parce que du coup, je vais lui mettre ça parce que lui, je lui ai mis ça. Tu vois, il faut avoir une vision globale. Ça, faut apprendre à penser global. Ça, c'est sûr. Mettant en scène, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça, à se projeter, qui ont beaucoup de mal. Il va voir le costume, les essayages, il va trouver ça super, mais il pense pas. Ah oui, c'est vrai qu'avec le mec de la déco, j'ai validé ça comme décor. Tu vois, c'est beaucoup lui demander, un metteur en scène Donc oui, donc c'est très important de bosser avec la déco et très important de demander la lumière du film aussi, parce que la lumière peut changer totalement la couleur des vêtements et aussi les textures, parce que ça peut complètement fausser ça peut te fausser tout ton boulot. On a eu l'expérience sur un film avec mon assistante il y a quelques années, c'était très très dur. Les couleurs étaient épouvantables. Mais ça, du coup, tu le demandes à quel moment ? Parce que c'est pas au moment du tournage, c'est trop tard. Non, j'appelle le chef-op au début de la prépa. D'accord. Et souvent il te dit j'ai pas encore d'idée. Ok. Ou alors il te donne des références de films. Il dit, voilà, mes références pour ce film, c'est ça, le film de machin, le film de truc. Donc tu vas regarder et tu vois tout de suite dans quelle esthétique il se situe, très vite. Enfin, tu vois, donc tu dis, ok, oui, on va faire ce genre de film, ok. Et puis après, il y a la partie marrante du boulot des costumes qui est toute la recherche, quoi. Tu fais un film d'époque et d'un coup, il faut aller farfouiller. C'est-à-dire qu'il faut aller mener l'enquête pour trouver des trucs qui sont introuvables, que tu ne trouves plus. Et tu te retrouves à parler avec des gens en Asie, en Amérique du Sud, qui ont encore une paire de chaussures, comme on faisait à l'époque de machin, et donc tu vas te la faire livrer en je sais pas quoi, et tout d'un coup, il faut que tu ailles trouver la meuf qui s'est tricotée un point de maille particulier qu'on faisait dans les années 20, qui ne se fait plus parce que c'était fait je sais pas où. Et là, c'est en mode détective, quoi. Et c'est arriver à trouver l'impossible. Et t'as très peu... Mais ça, c'est assez marrant. Et t'as le truc où tu dois... Tu pars à la recherche de techniques ou de trucs ancestraux qui ne se trouvent pas et tu dois les trouver. Et tu vas les trouver. C'est quoi ta relation aussi avec, du coup, parce qu'on dit souvent HMC, habillage, maquillage, coiffure. Ouais. C'est quoi ta relation avec les autres cordes de ce métier ? Alors, c'est pas du tout les mêmes... on n'a pas du tout le même... c'est pas du tout le même travail, parce que nous, on a beaucoup de préparation. Le gros boulot, nous, il se passe en préparation. Elles arrivent beaucoup plus tard. Pour moi, c'est hyper important parce qu'en fait, une coiffure et maquillage qui vont pas avec ce qu'on a fait au costume, c'est la cata. C'est la cata. Et donc ça, déjà, moi, je suis assez vigilante là-dessus. Donc, je mets toujours la maquilleuse et la coiffeuse qui commencent bien après moi sur le dossier, parce qu'on a tous des drives, des dossiers online. Je les mets toujours sur le dossier des essayages pour qu'elles puissent voir les essayages, les photos des essayages et comprendre ce qu'on fait, nous, pour pouvoir adapter elles aussi
que ça corresponde à ce qu'on fait. Il y a toujours un moment donné où on s'appelle. Et ça m'est arrivé aussi sur des personnages où je savais que le costume ne suffirait pas à rendre le personnage crédible, à dire à la mise en scène, il faut qu'il y ait une vraie création coiffure, maquillage. Il faut teindre les cheveux, il faut les couper, il faut faire un truc, faire des tatouages, ça suffira, notamment sur Divine. Sur Divine, tu parlais de Divine tout à l'heure, Jiska qui jouait la méchante, je sais plus comment elle s'appelle, la nana un peu dure de... Jiska, c'est une fille hyper solaire, qui a un côté très féminin, qui est marrant, enfin bon... Bah ouais, on avait beau la mettre en costume un peu mec, un peu Rihanna, ambiance mec... elle avait toujours ce côté propre. Enfin, je sais pas comment dire. Il y avait un truc, j'ai dit à Ouda, j'ai dit ça suffira pas. Il faut faire un truc avec les cheveux. Il faut lui décolorer les cheveux à moitié en blond, la raser sur le côté, je sais pas, mettre des tatouages, des cicatrices. Cette fille, le costume, ça suffira pas à se dire que cette fille est une meuf dure de la cité, qui a fait de la prison et qui vient probablement d'une histoire familiale très, très compliquée, très difficile. Elle a un truc trop lisse. C'est vrai que ça marche bien ce qui a été fait. Ouais, mais à la base, on avait beau essayer, on était là, il y a un truc qui va pas. Et j'étais là, mais oui, mais c'est parce que c'est pas qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'elle, elle a un truc il y a un truc qui est lisse qu'il faut casser. Et moi, je veux bien lui mettre les vêtements que je lui mets, mais elle aura toujours l'air déguisée en quelque chose qui n'est pas crédible. Donc il faut que ça aille plus loin. Est-ce que tu peux me dire comment se passe une journée type pour toi ? Que ce soit peut-être en prépa, en tournage. En prépa, une journée type, c'est dehors toute la journée en général. Hein. C'est en shopping, ce que j'appelle en shopping, c'est pas dire que tu fais du shopping, mais enfin en tout cas dehors pour trouver des vêtements. À un moment donné, tu te retrouves au bureau avec ton assistante ou les gens de l'équipe sur un film contemporain pour faire le point sur ce qui a acheté quoi, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous manque, d'avoir le recul, de regarder le portant, les couleurs, la colorimétrie. Tiens, on a ça, t'en as beaucoup de rayures, on a beaucoup de trucs. Attention, lui, regarde, on lui met beaucoup de bleu, elle, machin. On a tous des listes, qu'est-ce qui nous manque ? Pour Joachim, j'ai pas trouvé la ceinture, le truc, le machin, les caleçons. Ok, bah... Voilà. Donc moi, mon rôle, c'est aussi de répartir les tâches. Toi, tu vas te mettre là-dessus, toi, tu vas te mettre là-dessus, etc. Idéalement, et c'est ça qu'on a malheureusement souvent pas le temps de faire sur notre temps de travail et qu'on est obligé de prendre sur notre temps privé, c'est il y a aussi au moins par jour 1 heure de bureautique, 1h30 quoi, de tous les mails qui tombent, les nouveaux plans de travail, le nouveau scénario, le casting où tel comédien est tombé. Ah bah tiens, le rôle de machin, c'est lui, tu peux l'appeler. Voilà. Donc c'est très dense, c'est un mélange de checker les informations qui tombent au compte-gouttes toutes les heures, et en même temps, nous, d'être dans un truc de manutention, de shopping, sac, décharger à la production, repartir en shopping, trouver ci, trouver ça, trouver... Voilà. Donc ça, en prépa, ça se passe un peu comme ça, en rigolant. Hein, on rigole aussi, hein, on boit des coups, tout va bien. Voilà, sur les films d'époque, c'est très différent parce que souvent, tu as des bureaux de prépa, ou souvent, tu as des bureaux de prépa parfois chez un loueur aussi, parce que ça rend le truc plus simple. Et c'est des horaires où en général, c'est du 9h, 18h, parce que les loueurs, ça ferme à 18h. Donc c'est des horaires, c'est pas la même énergie. T'es dehors toute la journée sur les films contemporains, au costume, t'es au bureau. Parce que le stock, il est au bureau, et tu travailles, tu fais des essayages, et tu choisis les tissus, tu supervises l'atelier, enfin voilà, c'est pas les mêmes rythmes physiquement, c'est pas la même durée, c'est pas les mêmes rythmes. Et sur le tournage, c'est réveil aux aurores quand il le faut, tu vas pour moi, en ce qui me concerne, j'ai le besoin de faire les démarrages plateau, c'est-à-dire d'être là souvent le premier jour des comédiens, des nouveaux comédiens, en tout cas, parce que c'est plus rassurant pour eux, et puis ça permet même pour les équipes qui sont là derrière, de lancer le personnage, de voir, c'est moi qui fais les ajustements, tu vois, pour montrer aussi comment je veux que le vêtement soit porté, comment il... voilà, et puis parfois le comédien a tout d'un coup des petites suggestions de dernière minute, donc ça permet d'être... que ce soit pas l'habilleuse qui se retrouve avec la patate chaude bah il manque ça, ou le comédien avait pu mettre ça, ou machin, parce que ça peut arriver aussi, tout d'un coup, ou le metteur en scène qui a un changement d'avis. Et donc voilà, les journées types, c'est ça en fait, c'est tu t'ajustes, et puis tu t'occupes, tu discutes, tu parles avec les équipes quand même. Quelle a été pour toi la chose la plus challengeante que tu aies vécue sur un projet ? Là où les choses. Après, Tempête, tu parlais de Tempête, ça a été quand même un gros truc parce que tous ces trucs de Joker, on s'est tapé les deuxièmes confinements avec les trucs qui étaient fermés, les boutiques fermées. Donc il a fallu quand même fabriquer en Suède les trucs de Joker, les machins, comprendre comment ça fonctionnait, tout cet univers du trot. Ça c'était... On est à peu près échappé au confinement et à la moitié de la prépa, tout a fermé, plus de boutique. Alors les costumes sans boutique, c'est un concept quand même. Voilà. Donc ça, c'était un léger challenge de stress. Non.
J'ai eu 2 tournages qui m'ont extrêmement marqué, de par leur difficulté et leur intensité. C'est Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois, où ça a été, pour moi, très dur au costume, parce que j'étais toute seule avec un habilleur marocain, et il y avait énormément de boulot. En tout cas, j'ai fait tout le plateau du film, et on était en haut d'un monastère, au milieu de l'Atlas, dans un endroit où il y avait pas mal de gens qui parlaient pas beaucoup français. Je me souviens, j'allais faire les marchés, les souks. Il y avait un espèce de truc comme ça, à la fois complètement incroyable. Et puis on a vécu un truc très fort, parce que le sujet du film sur les moines de Tibérine est très fort. On a vécu une espèce de tempête de neige, on était dans cette espèce de monastère tous ensemble. Il y a eu un truc très très fort sur ce film, à la fois très dur et très fort, qui nous a tous marqués, hein. Quand on se recroise, les comédiens ou les techniciens, c'est comme si on s'était vu la veille. C'est un film qui nous a vraiment tous liés. Et le film de Rabat Mazahimaj dont tu parlais, la Histoire de Judas, qu'on a tourné dans le sud de l'Algérie, alors que c'était encore en zone rouge, Quai d'Orsay. C'était un drôle de truc aussi, de conduire. Enfin, moi j'ai grandi dans un pays libre, alors dans un pays qui est maintenu par l'armée, c'est un drôle de concept. Tu dors dans les hôtels d'État, pour conduire, tu as un ordre de mission obligatoire. Il y a des barrages routiers dans le sud de l'Algérie, il y a des barrages routiers tous les 5 bornes. On avait 300 costumes femmes et hommes 300 costumes femmes pour la figuration, que j'avais fait venir d'Italie. On a eu une femme en figuration. Une. Aucune des autres n'ont eu le droit de faire de la figure. Quand on a eu j'avais que 10 costumes enfants, parce qu'il n'est pas censé y avoir des enfants, on a eu quasiment que des enfants, et les décharges étaient je sous-signé père, oncle ou frère autorise un tel ou une telle à faire de la figuration. Donc c'était très très particulier, mais c'était une expérience extraordinaire à vivre, voilà, parce que les tournages c'est ça aussi, il y a tout l'aspect artistique, mais c'est aussi une aventure humaine. Et du coup, une autre question qui va un peu revenir sur celle-là. Quels sont le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail? Franchement, j'en ai eu plein. Après, moi, je suis pas la bonne cliente, parce que je m'émerveille assez vite. Donc, il y a toujours un truc où je trouve ça dingue. Tu vas m'emmener tourner dans un camp. Mais même sur Divine, il y a un jour, on s'est retrouvés. Il y a tellement d'anecdotes folles. On s'est retrouvés. On devait tourner dans un camp gitan à Stein, un des plus grands camps, et en fait il a été démantelé. On a bossé avec eux, c'est hyper dur de rentrer là-dedans. Il était tenu entièrement par une femme, je sais pas combien il y avait de milliers d'habitants dedans, bidonville, et il a été démantelé genre 1 mois ou 3 semaines avant le début du film, un truc comme ça. Mais c'est impossible de rentrer dedans, même les flics rentrent pas dedans, et on a été invité à une soirée là-bas. Donc c'était incroyable de se retrouver dans un camp un samedi soir, dans ces baraquements de tôle au fin fond de Stein, à rentrer entre 2 bout de tôle caché entre une entrée de caravane et je sais pas quoi. C'était le seul entrée cachée de cette espèce de gigantesque sur des kilomètres carrés bidonville, et de passer une soirée, mais jamais dans une vie j'aurais de nouveau l'occasion de vivre un truc pareil. Bon, c'est plein de moments comme ça. Après, en termes de costumes, d'être sur les films d'époque, moi ça reste toujours un truc assez magique, quoi qu'il arrive, parce que voilà, après il faut aimer le côté romanesque, mais déjà de voir les gens coiffés, maquillés, habillés différemment, des calèches, des chevaux, de la paille dans Paris ou à Lyon ou je sais pas où, il y a de toutes les manières un truc magique qui te ramène un peu tu vois, à l'enfance, au roman ou à l'imaginaire. À l'imaginaire, hein, tout simplement. Donc ça c'est super. J'aurais pas un moment précis à te dire. Tempête, la première soirée à Vincennes, c'était lunaire. On avait l'hippodrome de Vincennes pour nous. On a tourné 1 semaine à l'hippodrome de Vincennes qui a été fermé. Et à Vincennes, de nuit, en plein hiver, avec toutes ces lumières, et de voir tous ces jockeys, tu vois, c'est des moments un peu qui sortent de l'ordinaire. Et tu te dis, mais il y a que dans ces métiers-là où quelle est la chance pour que je me retrouve une fois pendant 1 semaine avec Vincennes privatisé pour moi à regarder des courses de chevaux, même si je m'en fous totalement, mais c'est pas grave. C'est des moments où tu te dis on est hyper privilégié, et c'est important souvent, parce que quand on est fatigué, un peu blasé dans le boulot, on prend ça comme un dû, mais de prendre parfois le recul et de se dire on fait quand même ce métier, quoi. On a quand même du bol, parce ok c'est dur, ok c'est fatigant, ok franchement il y a des moments où on a ras le bol, mais on vit quand même des trucs, on le fait aussi pour ces moments-là.
de se retrouver dans des trucs où tu te prends le recul, tu te dis, mais waouh. Hier matin, là on se voit aujourd'hui, on discute. Hier matin, j'étais à Nice, à 6h30 du matin. J'étais dans une espèce de villa extraordinaire. On a vu le soleil se lever au-dessus de toute la baie de Nice. On a tourné là toute la journée et on a pris notre petit-déj sur le plateau. Et on a vu, la lune était énorme. Et en même temps, le soleil qui se levait sur Nice, tout rose, à 6h du mat, dans cette villa extraordinaire du 19e siècle. Bah ouais, après j'ai pris mon train. J'étais crevée. Je me suis dit, j'ai eu un réveil assez dingue quand même. Et est-ce que tu aurais aussi des petites anecdotes, soit liées au tournage, soit au costume Une de mes assistantes qui avait, sur un film d'époque, elles avaient perdu un bijou, une broche qui se mettait qui s'appelle un camé, qui se mettait sur le cou, pour accrocher le col de la robe de Mélanie Doutet en l'occurrence. Et le lendemain, on faisait toutes les scènes raccords où c'était filmé un peu en gros plan, et en fait, elle trouvait plus la broche. Elles l'ont dit après. Elles trouvait plus la broche et en fait pendant la nuit elles ont fabriqué une broche avec des bouts de métal, elles ont peint le petit portrait avec de la peinture sans oser le dire parce qu'elles étaient mortifiées et tout. Elles ont dit à la script, au chef-op, t'es sûr que tu veux faire un gros plan, on peut pas faire un plan un peu plus large sans le dire à personne. Et toute la journée les gens étaient là mais il y a un truc bizarre, personne n'arrivait à voir ce que c'était. Et au final c'est passé hyper bien. Elles l'ont pas dit et la script le soir a dit mais il y a un truc chelou sur le costume. Non, ah bon? Bah ouais, en fait, on a fait une fausse broche dans la nuit. Et du coup, dernière question. Ouais. Quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode ? Et moi, il y a un truc, tu vois, dont j'aimerais bien entendre plus parler. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde devrait y aller à un moment donné, c'est le montage. Parce qu'un film se fabrique pendant le tournage, mais je pense qu'il se crée au montage. Et qu'avec ce que tu as fabriqué pendant le tournage, tu peux faire plein de films différents au montage avec les mêmes images. Et que, tu vois, pourquoi tel ou tel choix de scène, pourquoi tel rythme, comment tu montes une scène, comment tu triches un comédien qui n'a pas été bon, comment tu fais des faux raccords, et comment tu es sûr que ça ne se verra pas, comment tu montes un film en fait, Ça, on n'en parle pas assez des métiers de la post-production aussi. Et sinon, tu devrais aussi interviewer sûrement la régie, parce que c'est la colonne vertébrale, hein, c'est les racines du truc. Sans régie, il n'y aurait rien en fait. Et on parle jamais d'eux, et ceux qui font le plus gros nombre d'heures, et au démarrage et à l'arrivée, c'est les parents quoi. Eh bien, merci beaucoup Alice. Et je t'en prie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.